sur l'économie du sport. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît important comme ça en élément de cadrage, de contexte. Et le deuxième, je disais, l'économie du sport est en forte recomposition. Oui, il y a des exemples qui ont été cités tout à l'heure qui sont effectivement importants. Il y a quelques pays qui émergent dans l'économie du sport mondial. Alors sur le continent, c'est un peu les mêmes, quand même, qu'on le veuille ou non. C'est un bout d'Afrique du Nord, c'est un bout d'Afrique du Sud. Et c'est effectivement le Rwanda qui a une stratégie extrêmement volontariste sur le sport dont il veut en faire un vecteur d'attractivité. Il y a une autre région qui est encore plus intéressante. Alors elle est très différente du continent, mais elle est très très intéressante parce que petit à petit, sur une dizaine d'années, ce sont des acteurs qui sont en train de s'imposer comme des acteurs importants de l'économie mondiale du sport. Et je fais référence aux pays du Golfe. Voilà, on voit bien que des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour ne citer que cela, ont une vraie stratégie extrêmement volontariste. Une diplomatie sportive. De diplomatie sportive, effectivement, vous avez raison. Pour eux, ils en font cet outil-là, mais c'est aussi un outil de diversification de l'économie. Et donc tous les sujets que vous avez évoqués dans le panel précédent, de la structuration de l'écosystème, de la modernisation des infrastructures, de l'accueil d'événements majeurs, de la mise à niveau aussi des compétences et de la formation. Tout ça est en train de se passer dans ces pays. Et ce n'est pas un hasard si ces pays sont en train aujourd'hui de se positionner dans les grands événements internationaux à venir. Voilà, donc ça c'était un peu les points qui m'ont inspiré la table ronde précédente. Du coup, ça pose la question de comment le Sénégal, comment l'Afrique peut s'insérer dans cette chaîne de valeur, parce que c'est une chaîne de valeur en fait, l'économie mondiale du sport. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Voilà, c'est un constat. Elle ne l'est pas inscrite dans cette chaîne de valeur. Et pour autant, d'évidence, il y a un potentiel. Quelque chose a été dit aussi tout à l'heure qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle des stratégies de niche peuvent être développées. J'ai beaucoup entendu tout à l'heure le couple tourisme-sport. Effectivement, c'est peut-être un angle qui est très accessible pour un pays comme le Sénégal, qui peut à la fois rénover, stimuler sa stratégie touristique en la couplant avec le sport. Il y a un autre secteur aussi qui est très accessible en matière de couplage, c'est le couple sport et santé. Oui. Voilà, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se positionnent aussi pour développer des centres médicaux spécialisés dans la médecine du sport. Et la médecine du sport, ça peut être très large, ce n'est pas uniquement de la médecine des sportifs de très haut niveau. Et donc, quand vous regardez comment les pays émergent dans l'économie du sport, ils émergent souvent à travers ces deux leviers que sont le tourisme et que sont la santé. Peut-être on peut y ajouter aussi sport et mobilité dans lequel l'AFD intervient beaucoup au Sénégal. Oui. Alors du coup, si vous m'invitez à parler de l'AFD, je vais parler de l'AFD. En fait, l'AFD a eu une réflexion il y a, je sais pas moi, 5-6 ans. Le sport était complètement absent du portefeuille d'activité de l'AFD. Donc depuis 4-5 ans, il y a eu cette impulsion qui a été donnée pour voir comment une structure comme l'AFD peut mobiliser des ressources pour financer et investir dans le sport. Au Sénégal, mais je pense que ça a été dit tout à l'heure, il y a bien entendu cette perspective des JOJ. Que cette perspective des JOJ, c'est beaucoup de choses, et c'est en partie la mise à niveau des infrastructures sportives qui devront accueillir certains de ces événements. Et donc, dans notre dialogue à la fois avec le COJOJ, à la fois avec l'État du Sénégal, il a été mis en place un financement
pour 3 choses assez concrètes. La rénovation du stade Iba Mar Diop. Donc je sais que c'est un stade historique, voilà, où il y a une mémoire du sport sénégalais. Donc il sera très différent, le nouveau stade. Voilà, donc ce sera un lieu d'accueil des disciplines des JOJ. Le second, c'est le complexe de la piscine olympique au point E, voilà, qui sera aussi rénové dans le cadre de ce partenariat entre l'État du Sénégal, le COJOJ et l'AFD. Et ça a été dit tout à l'heure aussi, une douzaine d'infrastructures de proximité dans le triangle Dakar, Diamniadio et Sali. Avec une dimension qui est forte, qui a été aussi indiquée tout à l'heure, les JOJ, c'est un événement qui va se durer au cours du mois de novembre 2026 et se pose la question que je crois que vous avez posée vous-même de dire il y a l'événement, mais il y a après l'événement et il y a toute cette problématique de l'héritage. Et donc ces infrastructures de proximité s'inscrivent en fait dans cet héritage puisque ces infrastructures seront disponibles, accessibles au plus grand nombre. Voilà, donc ça c'est notre agenda principal ici au Sénégal dans le cadre des JOJ. Après, ça pose une autre question, à mon sens, qui est un peu pour moi un peu le centre du sujet, qui est lorsque l'État mobilise des financements de l'État d'abord, du Sénégal, lorsque elle mobilise des partenaires qui mobilisent des financements publics, tout ça est important, mais tout ça ne suffit pas. Et que l'impact en matière de transformation de l'écosystème et de l'économie du sport supposera de toute façon une mobilisation de l'investissement privé. Voilà. C'est ça qui va structurer et qui va avoir un impact amplifié, augmenté de cette transformation. Et donc ça pose la question de l'attractivité, ça pose plein de questions en fait, hein, ça pose une tonne de questions. Mais voilà, aujourd'hui, l'État est le seul investisseur dans le sport, enfin le principal investisseur dans le sport. Mais s'il n'y a pas cet effet de levier sur l'investissement privé, voilà, peut-être que la trajectoire n'aura pas été celle qui avait été escomptée. Et donc le rôle d'une structure comme l'AFD, mais comme la BAD, comme voilà, tous ces acteurs, ces banques publiques de développement, c'est d'avoir cet effet ou d'essayer d'avoir cet effet de levier aussi, indépendamment des objets dont j'ai parlé, d'avoir cet effet de levier sur l'investissement privé. Et puis, ce que je disais pour reboucler la boucle, tout ça, il faut le mesurer, sinon on restera tous des borgnes au royaume des aveugles. Voilà, donc ça c'est à peu près Mais en fait, moi, la première question peut-être que j'ai envie de vous poser, qui dit investissement privé, dit aussi rentabilité. Oui. Mais derrière, pour une infrastructure sportive, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un problème de données. Mais j'imagine aussi que ça doit être aussi difficile de pouvoir quantifier la rentabilité d'un investissement dans des infrastructures sportives. Oui. Bon, la rentabilité, c'est la sanction du marché. Voilà, c'est la question de la taille du marché, c'est la question de la profondeur du marché. Voilà. Tout investisseur, quand il fait cet investissement, il prend un risque. Mais c'est évident qu'un investisseur ne viendra que s'il escompte une rentabilité. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils escomptent pas privés, hein, je parle des investisseurs privés, ils n'escomptent pas une rentabilité à moins de 10%. Voilà. Donc ça pose quand même une question de est-ce qu'il y a une attractivité de l'économie sénégalaise pour offrir des opportunités d'investissement pour mobiliser des investisseurs privés. Aujourd'hui, il y a une structuration de plein d'acteurs. Alors, ils ne sont pas au Sénégal, ils sont dans beaucoup d'endroits sur le continent. Ils ne sont pas encore au Sénégal, mais il faut les attirer. Et donc, c'est des fonds d'investissement. C'est des fonds d'investissement qui prospectent et essaient d'identifier des opportunités pour pouvoir justement trouver ce que vous indiquez, c'est-à-dire un investissement qui offre une rentabilité. Et tout à l'heure, vous avez donné l'exemple des pays du Golfe qui, au-delà même de la diplomatie sportive, vous avez bien précisé que ça leur permettait de pouvoir renouveler un peu l'économie, le modèle économique.
J'aimerais bien savoir en fait quel est le processus en fait qui permet que ces investissements, ces lourds investissements dans le sport permettent de participer à la diversification de l'économie. Bon, bon, vous voyez un peu, si vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, euh, c'est une économie qui était extrêmement orientée sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. En fait, ils ne vivaient que de ça, longtemps. Plus le tourisme religieux, qui est important aussi, par la force des choses en Arabie Saoudite. Mais au-delà, c'était une économie qui était assez rudimentaire. Voilà, on ne va pas passer en revue, et moi je ne suis pas non plus un spécialiste de l'économie d'Arabie Saoudite, mais parmi tous les secteurs qui ont été des secteurs prioritaires, il y a le sport. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité. Le football. Alors il y a la Coupe du Monde 2034 qui est à la perspective, mais avant la Coupe du Monde 2034, il y a voilà, une espèce de... Ils ont mis, vous savez, comme les trucs de massage cardiaque, là. Ils ont stimulé toute la structuration en fait, du football. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ça. Alors après, on peut critiquer le modèle, tout ce que vous voulez. Hein. Enfin, mais c'est intéressant. Donc ils investissent beaucoup dans la structuration de tout un écosystème autour du football. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis un peu foot et boxe, hein, mais ça c'est chacun ses préférences. Je suis très étonné par la qualité des événements en matière de boxe qui sont organisés. Vous savez, il y a une époque, pour ceux qui suivaient l'époque de Mike Tyson, etc., tout se passait à Las Vegas. Ouais. Aujourd'hui, une partie de tout ce qui se passait à Las Vegas se passe en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, et puis un événement sportif, c'est pas juste un truc comme ça suspendu ex nihilo. Ça veut dire que c'est tout un espèce d'écosystème. C'est tout voilà, c'est de la production de contenu. Et la production de contenu, elle a une valeur sur le marché. Voilà, il faut s'abonner à des plateformes pour donc payer un service pour pouvoir accéder à ces événements à distance, etc. Bon, moi, comme je disais, je ne suis pas un spécialiste, donc ce serait intéressant de voir sur le début de trajectoire de l'Arabie Saoudite, combien ça pèse dans l'économie, combien ça crée d'emplois, combien ça mobilise des acteurs, alors des acteurs internationaux et des acteurs sans doute nationaux. Mais voilà, mais ça c'est un exercice qu'ils ont engagé quand même. Alors les Saoudiens après les Qataris ont été plus véloces, notamment à travers les médias, et puis l'organisation aussi d'événements comme la Coupe du Monde 2022, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, mais c'est intéressant de regarder, c'est-à-dire que le continent africain, me semble-t-il, doit regarder ce qui se passe aussi ailleurs pour comprendre quelles sont les grandes dynamiques comme ça internationales. Je disais que ça se recompose. Oui, ça se recompose, ça bouge. Vous avez cité tout à l'heure le Rwanda. Des pays comme l'Égypte sont en train aussi quand même de bouger quelques lignes. Ils prétendent d'ailleurs, je crois que c'est le seul pays africain qui prétend organiser les Jeux Olympiques. Je ne sais pas s'ils ont formalisé leur candidature, mais voilà, ça circule en tout cas. Bon, l'Afrique du Sud a eu un moment d'impulsion, notamment à la période des années 2000, à peu près, où il y a eu cette impulsion et puis le soufflet est un peu retombé. Le Maroc, c'est intéressant, ils vont avoir une séquence intéressante pour eux entre l'organisation de la CAN et de la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, donc dans ces pays, il se passe beaucoup de choses, je pense. Et c'est intéressant pour le Sénégal aussi d'observer ce qui se passe ailleurs pour se positionner. Alors se positionner aussi avec ses atouts, ses ressources, et pas forcément faire la même chose. Voilà. Et puis dans l'économie du sport, il y a aussi autre chose qui me paraît moins intéressant, dont on parle peu ici, qui est l'économie du sport, c'est plein de choses, mais c'est aussi de l'industrie manufacturière. Au moment où le Sénégal se pose beaucoup de questions sur comment relancer l'industrie manufacturière, il y a toute la filière des équipementiers du sport. Si vous prenez aujourd'hui les équipementiers qui distribuent, c'est-à-dire qui font juste de la distribution, quelle que soit leur nationalité,
qui distribuent, la plupart ont une croissance à 2 chiffres sur le continent. Voilà, si vous prenez l'exemple que j'ai en tête, hein, il y en a d'autres, Decathlon, à chaque fois qu'ils ouvrent, ils sont je crois présents sur une dizaine de marchés, de pays aujourd'hui, et dans chacun de ces pays, ils ont une croissance à 2 chiffres. Donc ça veut dire quoi une croissance à 2 chiffres? Ça veut dire qu'il y a une forte demande locale. Voilà. Et donc la demande locale, soit vous y répondez par une offre extérieure, soit vous vous positionnez dans de la production locale. Donc ça, c'est des choses qui sont très accessibles, intéressantes, et qui peuvent offrir aussi des opportunités de production localement, avec l'émergence, bien sûr, d'un capital domestique. Parce que, par construction, le capital international, il est mobile. Et il va là où il y a de la rentabilité, là où il y a effectivement de la perspective. Mais il y a de la place, je crois, pour des acteurs aussi, des acteurs, des équipementiers sur le continent. Et ça, c'est une dimension qui est peu traitée, peu discutée, sur lesquelles, voilà, c'est un peu en dehors du radar. Et pour autant, c'est aussi une opportunité. Et à côté donc de cette industrie manufacturière, qu'est-ce qui pourrait accompagner cette industrie manufacturière dans un probable cahier de charge pour aller vers les investisseurs privés, pour les attirer vers le sport en Afrique? Je crois que j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps un jeune Sénégalais qui propose des tennis, enfin des baskets. Voilà. C'est une petite entreprise qui produit localement. Ensuite, la grande question, c'est comment cette entreprise peut monter à l'échelle. Bon, moi je ne suis pas entrepreneur, mais il faut peut-être discuter avec ce jeune homme qui va vous expliquer les contraintes et les difficultés auxquelles il est exposé. Mais voilà, donc ça veut dire sans doute avoir accès, je pense que les entrepreneurs, alors dans le sport ou ailleurs, peinent beaucoup à avoir accès aux capitaux, à l'investissement. Enfin, tous les gens qui sont autour de nous, ils racontent un peu la même histoire. Et donc il y a déjà cette première contrainte qui est comment ces acteurs, ces entrepreneurs, ces investisseurs, aussi petits soient-ils, parce que tout le monde a été petit à un moment donné, hein, tout le monde a commencé petit. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire comment ils peuvent avoir cet effet de levier sur leur capacité de production. Et donc ça, quand même, le nerf de la guerre, c'est comment ils peuvent mobiliser, soit eux-mêmes en direct vis-à-vis du secteur bancaire local, des financements. Qu'aujourd'hui, le secteur bancaire ne met pas suffisamment à disposition. Voilà, ils sont averses. Bon, ça n'engage que vous. Moi, je ne peux pas dire pas du tout. Je pense qu'il y a un peu, mais pas suffisamment. En tout cas, c'est sûr. On est tous d'accord pour pas suffisamment. Et voilà, donc ça, c'est un sujet qui doit être traité aussi par l'ensemble des acteurs ici au Sénégal pour créer un climat, des conditions où des investisseurs locaux, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées en fait, en réalité, mais ils ont du mal à passer de l'idée à projet, voilà, un peu embryonnaire à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc c'est pour moi le grand enjeu de votre pays, c'est sans doute celui-ci, et y compris dans l'économie du sport. Et je pense qu'il y a des opportunités, il y a de l'espace. Je pense qu'il y a de l'espace. Il y a des initiatives intéressantes, hein. Vous n'avez peut-être pas cité tout à l'heure ce que fait Madame Ital, alors je ne sais plus le nom, Cité du Sport ou à Diamniadio. Voilà, bon, où il combine à la fois une offre touristique, puisque c'est un hôtel haut standard, mais aussi il propose tout un complexe. Et vous voyez bien le pays dans lequel vous vivez, vous avez aussi un avantage très important qui est le climat. Et donc lui, ce qu'il propose, Madani Tal, c'est de pouvoir à un moment donné valoriser ces infrastructures sportives pour accueillir des stages d'équipes, peu importe le sport, mais je crois que c'est beaucoup du foot. Et tout ça, c'est voilà, au moment où les joueurs font par exemple la trêve, là bientôt ils vont faire la trêve au mois de janvier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où il fait un temps qui est peut-être pas forcément le meilleur temps en Europe, ben, beaucoup sont à la recherche des grands clubs, ou même moins pas grands, hein, de niveau intermédiaire, vont rechercher des destinations
pour effectivement faire des camps d'entraînement, etc. Et il y a des pays qui sont positionnés là-dessus. Ça se faisait avant. Moi, je me rappelle étant plus jeune, j'ai pu voir des Tigana Gires. Je pense que ça devait être en 84-85 quand ils étaient venus en stage en décembre. Monaco aussi, c'était pareil, ils venaient souvent. Ouais. Mais maintenant, justement, avec la disparition un peu de l'offre touristique et hôtelière, ça a un peu migré vers les pays du Golfe. Ouais. Bon, on va acheter sur... donc, il y a des questions pour du public? Oui, vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Diop Abdoulaye. Je vous remercie par rapport à la pertinence et à la clarté de l'exposé. J'aimerais intervenir sur le point par rapport aux industries manufacturières. Par exemple, dans le domaine des équipementiers sportifs. Je voudrais savoir aujourd'hui quel mécanisme on adopte par exemple sous forme de partenariat ou bien sous forme de financement par rapport aux entreprises locales qui veulent investir dans le domaine des équipementiers sportifs. Aujourd'hui, quel mécanisme peut-on adopter dans le cadre d'un partenariat ou bien dans le cadre d'un financement pour promouvoir l'expertise locale? C'était ça ma question. Merci. Vous savez, moi j'ai une lecture très, très rudimentaire, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont fondamentales. Il y a le marché. Voilà, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il n'y a pas de marché? Moi je pense qu'il y a ici. Enfin, il suffit de voir comment on s'habille tous le week-end ou ailleurs. On consomme beaucoup de l'équipement sportif. Donc le marché, il est là, en réalité. Donc je suis très rudimentaire. Il y a le marché qui est important et il y a les acteurs financiers qui vont mobiliser les financements. Donc ça veut dire qu'il faut que les acteurs financiers du Sénégal, si on ne parle que du Sénégal, réfléchissent à une offre de services financiers, d'accès au crédit, à des acteurs du sport. Mais pour cela, il faut que les acteurs du sport soient aussi structurés, organisés. Voilà, vous voyez bien que la vie est faite d'un rapport de force. Tout est rapport de force. Et donc si vous avez juste un investisseur qui est tout seul, là, peut-être ici dans la salle, et qui doit aller discuter avec le secteur bancaire, c'est un peu David et Goliath, quoi. Alors qu'il aura du mal à convaincre le secteur bancaire de prendre le risque sur lui. Donc tout ça, quand je fais cette chaîne, en fait, c'est un ensemble de mécanismes. Il y a des mécanismes qui sont des mécanismes financiers, mais ce n'est pas le plus important, les mécanismes financiers. La ressource, elle existe. Elle existe ici au Sénégal. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je pense qu'elle existe au Sénégal et elle existe aussi ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les acteurs de l'économie du sport s'organisent au Sénégal. C'est fondamental. Or, aujourd'hui, c'est mon point de vue, je me trompe peut-être, les acteurs de l'économie du sport ne sont pas organisés. Voilà, moi, je ne sais pas qui est en fait acteur de l'économie du sport. Il y a les événements que Malik fait, il y a quelques... Voilà. Mais je ne vois pas, moi, une organisation qui est structurée et qui peut peser sur, voilà, sur les acteurs financiers, peser sur l'attractivité. Voilà, il y a une somme, mais le Sénégal est comme ça, en fait, aujourd'hui. Le Sénégal, c'est une somme d'initiatives très intéressantes, mais il y a parfois un manque de cohérence. Et donc, si on veut faire la boucle, je crois qu'il manque au Sénégal un volontarisme politique très fort et une volonté de l'État de porter une politique nationale du sport, avec toutes ses composantes, mais y compris cette composante de l'investissement, d'attirer des investisseurs dans l'économie du sport. Et cette volonté politique, elle n'est pas encore aujourd'hui, me semble-t-il, suffisamment exprimée et suffisamment forte. Alors il y a l'opportunité des JOJ, effectivement, qui peut contribuer à structurer cette volonté politique, mais pour moi, ça, c'est un élément aussi qui est important et qui est un préalable. Une autre question? Oui. Vous avez une autre question? Je voudrais dire qu'il y a une forte demande locale, c'est-à-dire tantôt vous l'avez dit, il y a une croissance à 2 chiffres. Mais du coup, aujourd'hui, si on rencontre sur le marché, il y a peu d'entreprises peut-être qui investissent peut-être dans le domaine des industries manufacturières ou bien dans le domaine de l'équipementier sportif. Peut-être on prend l'exemple de Tanor Confection qui a su prendre ses initiatives en essayant de vouloir s'imposer sur le marché.
Mais par contre, il y a d'autres qui veulent le faire, mais peut-être ils rencontrent des problèmes au niveau des mécanismes ou bien au niveau des sources de financement. Alors que pourtant, la demande, elle est là et elle est forte. Merci. Oui, je pense qu'on dit la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il manque le mécanisme financier. Et donc le mécanisme financier, il est de deux ordres. Soit c'est le secteur bancaire qui met en place, par exemple, hein, une ligne de crédit, ça existe dans certains pays, il y a des lignes de crédit où il y a une offre de crédit bancaire qui sont destinées à telle ou telle filière et qui structurent comme ça une offre de services sectoriels. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi, objectivement, il faut aller chercher les grands investisseurs privés. Ça, c'est important aussi, internationaux. Parce qu'ils arrivent aussi avec leur expertise, leur capacité de mobilisation, etc. Mais voilà, mais ça c'est... Il faut poser la question, à mon avis, aux acteurs du secteur financier sénégalais pour voir s'ils ont une appétence là-dessus et s'ils ont bien, s'ils sont convaincus que le marché est là. Moi, à titre personnel, je pense que le marché est là, comme vous d'ailleurs. On voit bien que il y a une demande, il y a un marché. Maintenant, il y a quelques investisseurs pas suffisants, quelques porteurs de projets pas suffisamment, mais il faut que le secteur bancaire s'engage, et le secteur financier au sens large s'engage aussi dans cet agenda-là. Merci pour la pertinence de l'exposé. Mais moi, j'aimerais poser une question concernant la rentabilité. Comment pensez-vous que les investissements dans la pratique sportive chez les jeunes peuvent-elles être rentables à moyen et long terme, surtout sur le volet sportif? Non, je pense comprendre votre question. Tout ne passe pas par de la rentabilité. C'est-à-dire qu'il y a la rentabilité économique et financière qui est souvent une rentabilité de court terme. Ensuite, il y a d'autres formes de rentabilité. Il y a la rentabilité sociale, qui est importante. Lorsque, où que ce soit un État finance sur des fonds publics une infrastructure sportive, il n'y aura pas de rentabilité économique et financière au sens de ce dont on parlait tout à l'heure. Par contre, il y aura une rentabilité sociale qui sera importante. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais tout dépend. Enfin, je pense que ce n'est pas juste une affaire d'investissement public et d'une rentabilité sociale. Ce n'est pas juste une affaire d'investissement privé et de rentabilité économique et financière. C'est comment on articule les deux. Voilà. Et on articule les deux dans une stratégie de long terme, dans une vision de long terme. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne suis pas sûr que ça réponde à votre question. Vous avez répondu en partie Oui. quand vous avez parlé du volet social. C'était même l'objet de ma question. Parce que tout à l'heure, dans votre exposé, je vous ai entendu parler de rentabilité dans le domaine économique. Oui. Alors que parfois, au niveau de la pratique sportive, les objectifs pour les gouvernements, c'est d'abord que la jeunesse pratique une activité qui leur permet d'avoir une bonne santé, mais aussi d'être bien éduqués par le biais de l'activité sportive. Donc moi, c'est sur ce volet que j'attendais une réponse. Non, mais là-dessus, peut-être pour prolonger votre point, quand on est étranger et qu'on vient à Dakar, on voit forcément beaucoup de personnes pratiquer le sport partout. Un escalier peut être un accessoire de sport. Voilà. Au début, j'avais fait peut-être la mauvaise analyse en me disant une pratique du sport qui est très, très diffuse et que beaucoup de gens pratiquaient le sport. Aujourd'hui, je me dis que si tous ces jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, pratiquent du sport sur les escaliers, dans les rues, etc., c'est qu'il y a un déficit d'infrastructure. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une responsabilité de l'État, des collectivités locales, de mettre à disposition effectivement des infrastructures pour faciliter, améliorer la pratique du sport, puisque vous parliez plutôt de ça. Et la pratique du sport, vous avez raison, vous l'avez dit, je ne vais pas répéter ou paraphraser ce que vous avez dit, plus les jeunes gens pratiquent du sport, ou les jeunes moins jeunes, et effectivement, c'est aussi une rentabilité en matière de santé publique. Donc voilà, donc il y a un engagement nécessaire
de l'État, et donc là on n'est plus dans des mécanismes de rentabilité financière ou économique, de pouvoir effectivement permettre à cette cohésion sociale. Vous avez parlé d'éducation, je pense que l'éducation est un bon vecteur, le sport pardon, est un bon vecteur d'éducation, voilà, l'éducation civique. On a tous appris, tous les uns les autres, quelques règles fondamentales à travers le sport. On a parfois appris aussi à être compétitif à travers le sport. Et donc c'est important d'avoir une société qui soit compétitive. C'est important aussi de pouvoir apprendre l'engagement à travers le sport, etc., etc. Enfin, il y a tout un ensemble de valeurs. Tout ça, il faut le verser dans de la rentabilité sociale, pas de la rentabilité économique et financière. Et ça, c'est important, effectivement, vous avez raison. Bon, je pense qu'avant de vous demander donc de vous prononcer pour votre dernier mot, nous avons entendu parler, je pense que moi, le point saillant que j'ai retenu, en fait, que tout est fixé par le marché. Que c'est le marché, en fait, qui permet un peu au capital de pouvoir venir s'intéresser à l'offre de sport. Et pour ce faire, qu'il y a une absence donc d'offres concrètes qui puissent permettre aux acteurs d'avoir accès au crédit, peut-être que vous imputez à un manque d'organisation et à un manque de cohérence, si je comprends bien. Et pour ce faire, est-ce que quel pourrait être votre dernier mot pour conclure donc le panel? Si j'ai bien résumé, c'est le fond de votre pensée. Hein? Non, je vais vous donner un dernier mot qui est peut-être une expérience que moi je trouve réussie. Ça va vous être très anecdotique, mais je ne pense pas que ça le soit. L'année dernière, j'étais ici au Sénégal et à un moment donné, tout le monde s'est posé la question de... excusez-moi, je suis un peu foot, hein, je sais qu'il n'y a pas que le foot dans le sport, mais bon, c'est comme ça. Il y a plein d'autres exemples dans d'autres sports. Mais si on prend le foot, le Sénégal a gagné la CAN et successivement a gagné plusieurs compétitions à différents niveaux de catégories. 5 ou 6 trophées, 5 trophées continentaux, je crois. Je crois que c'était inédit et que tout le monde s'est dit mais pourquoi? Bon, je n'ai pas la réponse à ça, j'ai une hypothèse, mais je n'ai pas la réponse à ça. Et l'hypothèse que j'ai, c'est qu'il y a eu tout un travail de fond qui a été fait. Alors il y a sans doute un travail de fond qui a été fait par la Fédé. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Voilà, des fois, on est un peu trop sévère avec les fédérations. Oui, je sais, on est un peu trop sévère avec les fédérations. Mais il y a quand même de l'engagement des fédérations. Et j'ai aucun lien, moi, avec la fédération du Sénégal du foot. Hein, je le dis parce que je le pense. Et puis, chose plus intéressante, c'est peut-être le fruit de ces 10 dernières années d'un tout un écosystème d'académies du foot, qui sont pour la plupart, si ce n'est toutes, je suis en train de réfléchir en même temps, des investissements privés. Voilà. Et c'est ça qui a sans doute permis de faire éclore comme ça toute une génération de footballeurs de qualité et qui ont permis à l'équipe nationale de remporter ces trophées. Donc si je devais rebondir sur cet exemple, je dis que c'est important la formation. Voilà, il faut toujours surinvestir dans la formation parce qu'à un moment donné ça paye. Il faut libérer les initiatives d'acteurs privés. Voilà, je pense que le Sénégal est un pays de ce point de vue assez ouvert et qu'il est assez facile de créer un centre de formation, une académie. Voilà. Et ce qui manque peut-être, pour que ça prenne une autre dimension, c'est qu'il y a un portage très fort par une politique publique du sport, voilà, qui encourage encore plus ces acteurs. Et puis d'essayer de coupler ça avec bien sûr des acteurs économiques. Parce qu'une académie du sport, vous connaissez le modèle d'une académie de foot, c'est ensuite... Alors il y a deux vecteurs. Il
C'est soit la valeur du footballeur formé qui permet effectivement de générer ensuite à l'académie des revenus, et ils peuvent être très importants. Alors, après, il y a des échos, des micro-phénomènes, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà, aujourd'hui, alors il est en fin de carrière, mais lorsque Sadio Mané passe d'un club à un autre, il y a quand même une rétroaction, une partie du pourcentage qui revient au centre de formateur, et donc Génération Foot. Quand vous avez des joueurs comme ça de cette qualité et de haut niveau avec des transferts qui sont quand même à des montants importants, mais ça veut dire que sur le plan économique, excusez-moi, il y a une rentabilité de l'action de formation. Donc ça, c'est un truc qui est important. Et ensuite, il y a... là, on est dans une rentabilité sociale, c'est effectivement la contribution qu'ont toutes ces académies dans l'encadrement par le sport d'une jeunesse. Moi, mon fils, il a commencé le foot dans une académie, on peut la citer ou pas grave, Oui. dans le Dakar Sacré-Cœur. Voilà, il a commencé le foot là-dessus, il a développé une passion, et puis il veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on lui souhaite. Mais voilà, donc c'était ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, M. Ménil.